faire un petit rappel très rapide sur les fondations superficielles. Donc, je vais passer à la présentation avec l'intégralité de l'écran. Et j'attends le partage. Voilà, je pense que maintenant vous voyez tous mon écran. OK. Bon, donc, comme je l'ai dit, nous allons faire des exercices sur les fondations superficielles dans le cadre de ce cours mécanique des sols. Donc, ici, je vous propose le rappel concernant la notion, enfin, le but essentiel du chapitre qui était de calculer la capacité portante ultime d'une fondation superficielle avec la méthode de Terzaghi. Bon, donc l'essentiel de ce qu'on avait dit, c'est que la fondation superficielle est une semelle de largeur D, et cette semelle, elle est ancrée ou elle a son assise à une profondeur D par rapport à la surface du sol. D'accord? Pour cette fondation, donc, nous avons dit que lorsque nous avons augmenté la valeur de P de cette contrainte supposée uniforme, la rupture va se produire par, disons, un mécanisme de rupture que l'on peut imaginer et qui, donc, a cette allure-là. Donc, sans entrer dans les détails, voilà le résultat. Pour cette fondation qui a, donc, disons, pour le sol, 5 paramètres gamma 1, D, et surtout les paramètres gamma, C et phi du sol où se produit la rupture. Donc, pour une géométrie quelconque de la semelle, qui est une semelle isolée de forme quelconque, voilà comment s'écrit cette capacité portante ultime. Voir. La vidéo glisse. Donc, P ultime, cette contrainte qui provoque la rupture du sol juste au-dessous, elle s'écrit gamma 1D, le terme de profondeur, fois un terme, un facteur de portance MQ, plus gamma, le poids volumique de ce sol, fois le rayon moyen. Le rayon moyen, au fait, il dépend de la largeur et la longueur de la semelle, fois un deuxième terme MG, plus, lorsque la semelle est isolée, 1,3 CNC. D'accord? Donc, ça, c'est la formule générale. À partir de cette formule générale, nous avons dit que Rm, on peut retrouver, par exemple, le cas d'une fondation, on va dire, filante. À partir de cette expression, la fondation filante a une longueur très grande par rapport à D. Donc, ce terme va être, disons, il va, on va dire, vers 0 et vous allez trouver B sur 2. Pour une semelle carrée, Rm, B sur 4, mais on peut utiliser 0,4D. Pour la semelle circulaire, donc vous avez cette expression-là avec R, le rayon de la semelle. Bon, donc, le plus important, c'est que cette capacité portante ultime, c'est une contrainte qui dépend de ces 5 paramètres, gamma 1, D, gamma, C et phi, mais chaque, on va dire les 3 termes, chacun est affecté par un coefficient de portance qui ne dépend que de l'angle de frottement phi. D'accord? Alors, sur le plan, on va dire, implémentation, qu'est-ce qu'on va faire avec cette capacité portante ultime? Nous allons calculer la capacité portante nette, qui est tout simplement cette valeur de P ultime, de laquelle on diminue gamma 1D. OK? Par la suite, cette valeur Q net, nous allons la diviser par un coefficient de sécurité F, vis-à-vis du poinçonnement. Donc, cette valeur est sous-entendue égale à 3, donc on divise par 3, plus on ajoute de nouveau gamma 1D. Alors, cette valeur qu'on vient de calculer à partir de P ultime ou Q ultime, ça veut dire quoi? Elle exprime la contrainte qu'il ne faut pas dépasser lorsque vous voulez dimensionner une semelle sur le sol que vous avez donc en présence. Et le plus important, c'est que maintenant, lorsque vous allez dimensionner la semelle, c'est à partir des données réelles de votre projet
Alors, si sur un appui où vous dimensionnez la semelle en question, vous avez ce qu'on appelle la contrainte réellement appliquée par l'ouvrage. On peut écrire Q réel. Dans le cas général, c'est la somme des charges, on peut dire appliquée sur cet appui-là, divisé par sa section d fois L. Ben, il faut que la contrainte réelle, la contrainte du projet réel, ne doit jamais dépasser la valeur admissible. C'est ça la vérification vis-à-vis de la capacité portante. Et on dit toujours la capacité portante d'une fondation superficielle. Donc voilà la chose la plus importante. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire au fait ici? Nous allons, on va dire, mettre en œuvre les calculs. Pardon. Nous allons mettre en œuvre les calculs de la capacité portante en analysant tous les aspects qui peuvent intervenir. Par exemple, si nous avons un sol pour lequel on a des caractéristiques à court terme et à long terme, c'est l'objectif de l'exercice 1. On peut également analyser, par exemple, l'excentrement, l'excentricité ou l'inclinaison de la charge. C'est l'exercice, par exemple, numéro 2. Et on va voir ce qu'on appelle la notion de semelle fictive. La notion de semelle fictive, par exemple, nous allons voir la pratique, ce qu'on appelle une couche de gros béton, d'accord, notamment en Tunisie. Donc, les 3 exercices, au fait, ils sont, disons, complémentaires, mais ils vous permettent d'avoir une vue générale sur les différents calculs que l'on peut faire. Donc, voilà un peu, disons, le petit rappel avec un petit aperçu sur les exercices. Bon, avant de commencer cela, j'ai voulu juste vous donner une photo de la réalité qui, parfois, ne donne pas les choses comme on a l'intention de voir à partir des explications. Donc, à droite, c'est juste pour un titre de rappel, c'est le tableau où vous avez les facteurs de portance qui interviennent dans l'expression NC, NQ et M gamma. C'est en fonction de la valeur de l'angle de frottement du sol que ces valeurs vont être ici. OK? Bon, le plus important ici, c'est cette photo-là. Cette photo-là vous montre une excavation, on peut dire en centre urbain. Vous voyez ici des constructions qui sont, on va dire, à la surface du sol. Cette excavation, elle a une profondeur qui varie à ce niveau-là, peut-être quelque chose comme 12-15 mètres. Et d'un autre côté, peut-être de l'autre côté, elle peut arriver jusqu'à 20 mètres. Alors, rapidement, ce qu'on veut construire, c'est un bâtiment avec plusieurs sous-sols. Ce serait au moins de 4. La construction, c'est une polyclinique. D'accord? Elle est sur un site un peu élevé. Pour éviter qu'elle soit, disons, avec en hauteur. D'accord? Donc, il y a une bonne partie qui est enterrée. Mais là, il y a un problème qu'on peut évoquer, c'est ce qu'on appelle la stabilité de cette paroi verticale. Le sol, c'est un sol qui est relativement raide, rigide, calcaire. Donc, il est très résistant. Mais il y a dans ce sol, on peut dire, des micro-fissures et des cavités. Alors, si vous imaginez que l'on puisse faire une excavation jusqu'à 20 mètres, vous allez avoir des travaux et vous allez avoir toute une vie dans la préparation de la fondation. Il faut que cette paroi soit stable. Cette paroi s'appelle une paroi clouée. C'est-à-dire, la paroi clouée, grosso modo, c'est quoi? Dans le sol, vous allez mettre des ancrages, des barres d'acier avec un coulis de ciment. Ils vont aller jusqu'à une certaine profondeur. Donc, dans ces parois que vous voyez vers l'intérieur, ils permettent d'assurer, disons, la condition de déplacement horizontal nul, d'accord, pour permettre à l'exécution des travaux depuis l'excavation jusqu'à l'exécution de la fondation, on va en parler, jusqu'à, bien sûr, la construction de tout le bâtiment. Okay. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que bien que vous êtes à une profondeur entre 15 et 20 mètres, on va faire des semelles superficielles pour ce bâtiment. Pourquoi? Parce que le sol il est suffisamment rigide,
la contrainte admissible est très grande, d'accord? Et ce que vous voyez ici, où je mets le curseur, c'est des îlots, d'accord? Et les îlots, en quelque sorte, ils limitent l'emplacement des fondations superficielles, d'accord? Par exemple, dans ce petit carré, que vous voyez ici, par exemple, celui-là, ou celui-là, vous avez des futures semelles qui vont être faites, des semelles isolées, hein, isolées, pas de semelles filantes, ok? Et donc, c'est là où le bâtiment va s'appuyer. Mais la chose la plus importante, c'est que cette paroi dont on a parlé, on ne la fait que pour la durée de la construction. C'est-à-dire, lorsque le bâtiment va être monté, on va oublier, disons, la présence de cette paroi, parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle un mur voile sur tout le bâtiment, et vous allez avoir un mur voile qui monte en parallèle avec cette paroi. Donc voilà, j'ai voulu tout simplement attirer votre attention sur ce cas pratique qui est à Tunis, d'accord, et pour vous donner une illustration. Donc, nous ne sommes pas à D égale 20 mètres de profondeur. Le dé de ces semelles va être peut-être 1 mètre, parce que bien sûr, le niveau du sous-sol le plus bas serait à peu près à, disons, 15 mètres de profondeur. Mais l'assise des semelles, sous les 15 mètres de profondeur, bien sûr, elle va être peut-être à quelque chose comme 1 mètre, 1 mètre et demi. D'accord? Donc, si vous avez une remarque, d'ici là, n'hésitez pas à la faire ou poser des questions. Si vous avez bien sûr quelque chose ou un éclaircissement à donner. D'accord? Vous me suivez, hein? Monsieur, Oui, je vous entends. مش نجم متعودين السمال وين يكونوا معناها بالضبط. Qu'est-ce que vous suggérez que je rappelle? Les semelles, l'emplacement des semelles, exactement. Ah, pour ce projet que vous voyez, Oui, monsieur. oui, oui. Donc, mais là, bon, regardez bien. Ça, c'est une superficie relativement grande. On pourrait imaginer quelque chose comme 40 mètres sur 20 mètres. Je ne me souviens plus. OK. Bien sûr, le bâtiment qui va être construit, il va y avoir des appuis. Des appuis qui vont transmettre les charges sur le sol. Et ce que nous avons montré, par exemple, lorsque je vous montre ce schéma-là, d'accord? Ce schéma-là, qu'est-ce qu'il montre? Il montre la semelle et le sol au-dessous. Et au-dessus de la semelle, au fait, il va y avoir un appui en béton armé qui transmet la charge. Donc, dans la photo que vous voyez ici, qu'est-ce qu'on est en train de préparer? On est en train de préparer ce qu'on appelle des coffrages qui seront perdus des semelles. Si je vais mettre une semelle ici, on fait pour ces semelles-là la technique de gros béton que nous avons expliquée dans l'exercice numéro 2. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On va à peu près au niveau de la semelle, supposons que nous sommes dans le niveau 0, l'excavation finie. Nous allons encore excaver une certaine profondeur qui représente D dans les calculs. D'accord? Mais par la suite, lorsqu'on va excaver la surface, on enlève le volume de sol, donc on va, ce qu'on appelle, mettre le gros béton, d'accord? Le gros béton, il va être mis, disons, à peu près ici. C'est pas toutes des semelles ici, ça ne peut pas être toutes des semelles, parce que les semelles sont bien sûr sous l'emplacement des appuis. Mais en général, là où c'est rectangulaire, ça, c'est l'emplacement d'une semelle. Vous voyez les armatures pour les semelles, d'accord? Donc, vous allez mettre le gros béton et par la suite, vous allez couler la semelle en béton armé. Et par la suite, vous allez bien sûr construire donc l'ouvrage étape par étape, etc. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ce que je dis. Oui, monsieur. D'accord. Bon, donc nous allons passer à l'exercice numéro 1. Donc, au fait,
je viens de vous envoyer juste au début de la séance, ou avant le début, deux documents. Le document numéro 1, c'est le PowerPoint qu'on a vu la dernière fois pour présenter le cours. Et le deuxième, c'est le rappel succinct du cours avec les exercices. Donc, en fait, les exercices que je montre ici existent sur le document que vous venez de recevoir. Par exemple, ici, pour nous, pour cette séance, c'est l'exercice numéro 1, mais aussi, au fait, l'exercice à peu près 7-4, c'est le 4e exercice. D'accord? Donc, nous allons corriger 3 exercices, et ça, c'est le premier exercice. Bon, ce premier exercice, quelle est un peu sa vocation? Bon, on considère la fondation ou la semelle filante, c'est l'élément le plus courant pour déterminer la capacité portante admissible. D'accord? Alors, la figure, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que le sol de fondation, l'argile que vous voyez ici, elle est saturée. C'est-à-dire le niveau de la nappe dans le projet, il est à ce niveau-là. Mais pour cette argile saturée, on vous donne une cohésion en membrane CU de 100 kPa, mais on vous donne d'autres valeurs, C' et F', la cohésion effective et l'angle de frottement effectif. Donc, la différence entre ces deux, c'est que nous avons dit dans le chapitre résistance aux éléments, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques non consolidées non drainées, et ici, les caractéristiques consolidées drainées. Plus précisément, CU, c'est le comportement, la résistance à court terme, C' et F', c'est à long terme. D'accord? Donc, nous allons ici mettre en œuvre ces données-là pour calculer la capacité portante. Donc, lorsque nous lisons la question, il dit déterminer la capacité portante admissible. Donc, il ne nous précise pas qu'il faut faire cette vérification pour 2 cas, court terme et long terme. Je m'excuse justement pour le téléphone. Donc, je viens de dire que, c'est-à-dire, nous devons faire 2 calculs pour cette capacité portante admissible. 2 calculs. Pourquoi? Parce qu'au fait, le calcul à court terme, sur le plan pratique, c'est le calcul qui correspond à la fin de la construction de l'opage. C'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire, si on a une argile saturée, qui est un sol fin saturé, à court terme, lorsque vous terminez le chargement, c'est avec cette résistance que vous allez avoir pour l'argile. Mais lorsque le bâtiment va exister pendant une certaine période, on va dire à long terme, le sol va se consolider sous le chargement du bâtiment. Et ces caractéristiques ne vont plus être CU, mais vont être C' et F'. Il faut vérifier qu'à long terme, votre capacité portante admissible est vérifiée. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire dans le premier cas. Donc, avec ces données-là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire un peu pour appliquer les expressions que l'on connaît. Si la semelle est filante, nous avons dit que le rayon moyen est B sur 2, et le terme de cohésion, il n'y a plus 1,3 pour la semelle isolée, c'est exactement comme ça, d'accord? Et on va faire le calcul avec donc cette expression-là. Donc, je viens de dire que le sol d'assise est une argile saturée. Il faut faire 2 calculs à court terme et à long terme. Donc, à court terme, nous faisons systématiquement le calcul en contrainte totale pour tout type de calcul de stabilité. Alors, nous avons CU égale 100 kPa, mais on sous-entend que φU est égal à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dit dans le chapitre résistance aux cisaillements, si le sol est fin à 100%, souvent l'angle de frottement non consolidé l'embrane est égal à 0. Même si on ne vous le donne pas, mais vous devez comprendre vous-même que φU est égal à 0. À moins qu'on vous le donne est différent de 0, ça c'est une autre question. D'accord? Donc, ça veut dire que nous allons, en premier lieu, considérer CU à la place de C 100 kPa, phi U égale 0, et phi U égale 0 va nous donner les valeurs particulières qu'on a vues la dernière fois dans le cours. Si phi U égale 0, NQ est égal à 1, NG ou N gamma égale 0, NC c'est 1,14. D'accord? Donc maintenant,
la valeur de la contrainte admissible d'après l'expression qu'on vient de donner sur l'avant-dernier transparent, elle est égale à quoi? Elle est égale à Q net. D'accord? Mais Q net, c'est quoi? C'est Q ultime moins gamma 1D. Si vous avez NQ égale 1 et vous avez enlevé 1, le terme de Q net va voir ce terme disparaître. Comme N gamma égale 0, ce terme va disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester donc? Il va rester juste CU fois NC divisé par F, ce qui donne exactement ça, puisque NC est 5,14. 5,14 fois 100, 514, divisé par 3, c'est le premier terme. Mais il faut ajouter le gamma à un D. D'accord? Le D, nous avons vu sur la figure qui est égal à 1,5, et le gamma est égal à 17. Pardon. Donc, ça veut dire que tout calcul fait, vous avez une contrainte admissible qui est égale à peu près 200 kPa. Et on précise d'une manière claire que cette valeur est possible ou représente la fin de la construction de l'ouvrage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque l'ouvrage est construit et que toute la charge P, on va y revenir, est appliquée, vous pouvez aller une contrainte plus ou moins égale à 200 kPa à ce niveau-là pour ce sol. D'accord? C'est-à-dire que la force P à mettre ici, divisée par la section, ne doit jamais dépasser cette valeur. Quand est-ce qu'à court terme? Fin de la construction. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire la même chose, la vérification à long terme. Donc, à long terme, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'à long terme, on fait les calculs en contrainte effective. Pourquoi? Parce que les caractéristiques C' et Φ' s'appellent également des caractéristiques effectives. Consolidées, drainées. D'accord? Donc, ça veut dire que le calcul en contrainte effective, il doit considérer le niveau de nappe, où est-ce qu'il se trouve. Donc, lorsque vous revenez au cours de la dernière fois, nous avons dit qu'il y a différents cas de niveau du niveau de la nappe. Donc, nous avons un niveau de la nappe qui est à une profondeur Z égale à D à partir de la surface. Et c'est-à-dire, nous sommes là. Voilà la nappe. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va calculer gamma 1D, dans cette zone, la pression interstitielle est égale à 0. Donc, ça va être gamma 1D. Lorsque vous allez calculer le terme N gamma, vous voyez que la nappe, elle est là. Et le terme de surface, vous devez le considérer avec le gamma prime. Or, voilà la différence. Donc, maintenant, vous allez revenir à cette formule-là. Et vous allez tenir compte du niveau de la nappe. Mais attention, nos paramètres sont C' égale 5 kPa, qui va être ici, mais Φ' égale 19. Donc, il faut déterminer les paramètres NQ, N gamma ou NG et NC pour Φ égale 19. D'accord? Et vous allez refaire le calcul que nous voyons ici. Donc, l'expression, maintenant, elle est devant vous, on va dire, qui correspond à ce cas-là. Puisque la nappe est sous le sol, au niveau du sol d'assise, il faut mettre gamma prime ici. On fait un calcul avec les caractéristiques C', Φ', donc là, vous avez C'. Le Φ partout pour les trois paramètres, c'est 19, Φ'. Et du tableau, vous allez trouver ces valeurs. NQ 5,8, N gamma 89 et NC 13,29. Ici, à titre de rappel, j'espère que vous n'avez pas oublié de l'année dernière, qu'est-ce que c'est que le gamma prime? Le gamma prime, dans le cas d'un sol saturé, c'est le poids volumique total du sol saturé moins le poids volumique de l'eau. Donc, nous avons normalement 19, d'après les données de l'exercice. Voilà, le gamma de l'argile est égal à 19. Donc, 19 moins 10, ça va donner 9 kPa. D'accord? Et vous allez faire exactement comme tout à l'heure. Q net égale Q ultime moins gamma 1D. Donc, ça veut dire vous allez juste enlever gamma 1D, qui est égal à la valeur
pense qu'on a gamma 1D, on l'a écrit tout à l'heure. D 1,5 et gamma 1 égale à 17. Ok, gamma. Voilà, 17. Ok. Donc, vous allez enlever gamma 1D. Par la suite, le résultat, vous allez le diviser par 3 et ajouter de nouveau gamma 1D. Ce calcul, comme vous le voyez, fait avec des paramètres qui sont différents de la première fois, nous donne juste 102,3 kPa. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, si pour le cas de la semelle que nous avons dimensionné avec ces paramètres-là, lorsque vous chargez le sol par cette semelle juste à la fin de la construction de l'ouvrage, il est vérifié qu'on peut mettre 200 kPa. Mais lorsque le sol serait consolidé au bout d'un temps suffisamment lent, il peut être quelques années, 4, 5, voilà les lois, alors cette même semelle, sous le même chargement, ne peut pas appliquer au sol une contrainte au-delà de 102,3 kPa. C'est à peu près la moitié. Et on dit que ça, c'est la fin de la consolidation de la couche d'argile. Donc, fin de consolidation de la couche d'argile, c'est lorsque cette argile est consolidée sous le chargement du bâtiment. Bon, et là, on fait une petite remarque. Lorsque nous avons dit dans le cours que si C' est positive, si pour une argile au sol fin saturé C' est positive, l'argile est surconsolidée. Hein? Nous avons expliqué un peu ça, vous pouvez revenir au cours. Et la stabilité à long terme des argiles surconsolidées montre généralement, pas systématiquement dans tous les cas, qu'elle est toujours la plus défavorable. Qu'est-ce que ça veut dire, la plus défavorable? C'est-à-dire, en termes de résistance, elle donne une valeur plus petite que celle à court terme. D'accord? Et de ce fait, bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que la question, elle est posée comme suit. Déterminer la capacité portante admissible, en déduire les valeurs de la charge verticale et centrée qu'on puisse appliquer par cette fondation. Donc, d'après le calcul qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'au départ, on peut appliquer, soi-disant, 2 barres ici, à court terme. Mais à long terme, au fait, vous ne pouvez appliquer que 102, à peu près la moitié. Donc, bien sûr, lorsque vous allez dimensionner votre ouvrage pour le maître de l'ouvrage, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, vous pouvez mettre 2 barres? Non. Vous devez considérer le cas le plus défavorable. Vous devez donner la valeur la plus petite, et la valeur la plus petite est de 102,3 kPa. Donc, à partir de cette valeur, pour dire que la capacité portante est vérifiée à la fois à court terme et long terme, vous ne devez pas appliquer une force admissible, la force réelle. On vient tout à l'heure à cette valeur de, vous vous rappelez, Q réel. Q réel, c'est un peu la valeur qu'on peut appliquer, mais là en termes de force. Donc la force admissible qui vérifie les deux cas va être la valeur de la contrainte admissible à long terme, c'est-à-dire cette valeur multipliée par la largeur de la semelle qui est égale à 2 mètres. Et de ce fait, vous ne pouvez appliquer qu'une force verticale centrée dont la valeur est à peu près 205 kN par mètre linéaire. C'est le cas, bien sûr, le plus défavorable. Donc, ce point est important. Est-ce que vous l'avez compris clairement, je vais dire? Est-ce que pour vous, l'explication était claire? Oui, monsieur, c'est clair. Merci. Donc, maintenant, j'insiste encore. Lorsque vous avez tout problème de mécanique des sols, fondation, stabilité des pentes, ouvrage de soutènement, et vous avez un sol fin saturé avec ses paramètres court et long terme, systématiquement, sans qu'on vous le demande, il faut faire les 2 vérifications. Il faut dimensionner par rapport au cas le plus défavorable. Bon, la troisième question, on va dire, c'est une petite option dans laquelle on dit, nous supposons que la charge transmise par la semelle, au fait, elle n'est pas dans le centre géométrique de la semelle, mais elle serait ce qu'on appelle excentrée un peu. Elle est un peu à côté. D'accord? Dans ce cas-là, comme le schéma que j'ai mis ici à peu près, avec un petit décalage, on va dire tout ce qui est en bleu, c'est l'axe géométrique.
Tout ce qui est en rouge, c'est la force P qui est excentrée de la distance XE. D'accord? Alors, dans le cours, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, nous pouvons continuer à faire le même raisonnement pour dire qu'on utilise l'expression de la charge centrée, mais le centre n'est plus dans l'axe géométrique, il est au niveau de cette flèche en rouge qui coïncide avec la force réellement appliquée. Et vous voyez que la largeur, pour dire que nous avons une semelle centrée, ça veut dire que la demi-largeur de cette semelle est cette valeur-ci. Et cette valeur-ci fois 2 donne ce qu'on appelle la largeur réduite. B' s'appelle la largeur réduite, c'est-à-dire B moins 2 fois l'excentrement XE. D'accord? Et comme XE est donné égal à 0,3 mètres, donc la valeur de B' serait 1,4 mètres. C'est-à-dire, sur le plan pratique, la semelle, elle a une largeur de 2 mètres. Mais comme la charge n'est pas dans l'axe géométrique, elle est appliquée avec un petit débord, donc on imagine que notre semelle, sur le plan effectif, pour la capacité portante, est juste ramenée à peu près cette largeur-ci. Bien sûr, vous allez revenir à l'expression, la même expression, vous allez revenir, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre B' ici. Vous allez recalculer P, Q admissible avec B', sachant que tous les autres paramètres restent fixes. Il va vous donner une valeur plus petite. Et lorsque vous allez la trouver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier cette valeur par B' pour obtenir la force, comme on l'a fait ici, pour obtenir la force P admissible en tenant compte de l'excentrement. Puisque bien sûr, je réduis la largeur de la semelle. D'accord? Donc la capacité portante admissible, elle va diminuer. Mais lorsque je calcule la force, je ne multiplie pas par B. Il faut que je multiplie par B'. Et à ce moment-là, vous voyez, la valeur, elle décroît d'une manière non négligeable. On trouve combien? On trouve à peu près 138 kN par mètre linéaire. Comparé à 200, vous voyez à peu près qu'il y a un tiers. Donc l'excentrement déjà fait perdre la charge admissible, il l'a fait décroître jusqu'à peu près aux 2 tiers de sa valeur, dans le cas où la semelle est, on va dire, sous une charge centrée. Et voilà un peu l'objectif donc de l'exercice, pour dire que nous devons considérer pour les seules fins saturées court terme et long terme pour les vérifications, d'accord? Mais il faut comprendre le sens court terme et long terme. Donc, pour ne pas entrer dans des détails, on va dire, pas très difficiles, disons un peu délicats d'expliquer, il faut dire court terme, c'est lorsque la fin de la construction, l'ouvrage vient d'être terminé. D'accord? Et lorsque cet ouvrage, on va dire, il va être chargé durant son exploitation, comme il va y avoir une consolidation, au bout d'un certain temps, qui dépend du cas, peut être petit ou très grand, donc les caractéristiques du sol vont changer. Le même sol va avoir de nouvelles caractéristiques et sa résistance va être modifiée. Et c'est pour cela qu'il faut faire les deux vérifications. D'accord? Donc voilà un peu l'objectif de ce premier exercice qui est simple, mais au moins il a un message clair concernant la vérification à court terme et à long terme de la capacité portante. Et bien sûr, il évoque un peu le niveau de la nappe pour calculer en contrainte effective. Je répète encore, court terme calculé en contrainte totale, long terme calculé en contrainte effective. D'accord? Bon. Alors maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 2, si vous n'avez pas de questions. Donc, l'exercice numéro 2, il va, comme je l'ai dit, se rapporter à ce qu'on appelle une disposition constructive qui est intéressante, pas toujours systématiquement, mais dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, on voit ici le contexte de la photo qu'on a montrée tout à l'heure pour le bâtiment avec la grande excavation. Donc, supposons que nous avons le sol en surface en blé. Par la suite, vous avez une argile.
on peut avoir notre sol sous l'argile. Alors, l'idée est comme suit. Sachant que pour une argile avec ses caractéristiques, la capacité portante admissible de la semelle serait par exemple, je dis à titre d'exemple, serait par exemple 200 kPa. Bon, c'est-à-dire je ne peux pas appliquer au-delà de 200 kPa. Alors, qu'est-ce qu'on se propose de faire? On va, en quelque sorte, substituer une partie de cette argile. On va excaver encore dans l'argile et mettre ce qu'on appelle le gros béton. Le gros béton, c'est un matériau, on va dire, plus résistant en compression que le sol lui-même, le poids volumique 23, et il est caractérisé dans la pratique, comme c'est écrit ici, avec une résistance à la compression égale à 550 ou 600 kPa. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, j'imagine que si je mets du gros béton d'une certaine manière ici, je peux appliquer une contrainte qui est égale à 6 bars, c'est-à-dire à peu près 3 fois celle qui serait sur l'argile. Et c'est ça l'intérêt. Mais bien sûr, ceci a un coût, parce que le travail, l'exécution, je veux dire, et le prix, il y a un prix à payer pour faire cela. Alors, si je fais ainsi, qu'est-ce qui se passe au fait? La contrainte, on va dire, à ce niveau-là, va être égale à 6 bars, en 550, on va le voir ici. Mais cette contrainte en profondeur, elle va décroître. Et lorsque vous allez mettre une certaine épaisseur, cette contrainte de, je crois, à peu près 6 bars, pourrait être réduite à 2 bars, comme on l'a dit au départ. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a la semelle, on va dire, réelle sur l'argile qui travaille avec, par exemple, la contrainte de 2 bars. Il faut vérifier, bien sûr. En fait, on dimensionne comme ça. On va déterminer cette profondeur du gros béton pour avoir cette condition, pour optimiser. Donc, on veut mettre cette dimension A, comme ça, et 2A pour que, ici, on ait la valeur maximale admissible, c'est-à-dire la couche d'argile. Mais vous voyez qu'à ce niveau-là, on n'est pas très loin d'une troisième couche, qui s'appelle la couche de sablonnage. Cette contrainte qui serait, par exemple, de 2 bars, elle va devenir plus petite sur la surface du sablonnage. Et avec une certaine loi d'amplification de la contrainte, nous allons calculer encore la contrainte qui serait appliquée sur le toit de la couche de sable. Maintenant, on va avoir une troisième, je peux dire une troisième semelle, vraiment, ça c'est la semelle réelle, ça c'est la semelle du gros béton, et là c'est la semelle plutôt fictive, qui n'existe pas, mais qui existe en termes de la contrainte transmise ici. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Cette contrainte transmise sur le toit de la couche de sable doit elle-même, ne doit pas dépasser la contrainte admissible de la fondation. D'accord? C'est-à-dire la contrainte réelle qui vient de ce chargement ne doit pas dépasser la valeur admissible, comme si j'aurais une semelle sur la couche de sable. Voilà un peu l'objectif de l'exercice. D'accord? Donc, la différence ici, c'est que nous avons une semelle carrée. Regardez bien. Pour la semelle carrée, représentée sur la figure, nous avons une force sur cette semelle carrée verticale et centrée, 100 kN, plutôt 1000 kN. D'accord? Et on nous demande de déterminer cette largeur B pour que la contrainte transmise par la semelle en béton sur le gros béton soit égale à la valeur de la résistance à la compression admissible. La valeur admissible, pas la résistance à la compression, à la rupture, bien sûr. D'accord? Donc, cette première question, en fait, n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que nous avons la valeur de la contrainte admissible, c'est-à-dire nous avons, sachant que le gros béton peut, on va dire, encaisser 550 kg. Donc, si notre semelle est de largeur B, sa surface serait de B carré. Donc, la condition divisée par B carré ne doit pas dépasser 550 kPa. D'accord? Et ceci va vous donner la valeur minimale de B. Donc, ici, je pense que j'ai mis l'explication de manière
brève pour l'intérêt du gros béton. Pour la semelle carrée, on écrit que B sur B carré est inférieur ou égal. Ça, c'est le chargement réel. Toujours, on a cette condition de la charge réelle ne doit pas dépasser la valeur admissible. Donc, B serait supérieur à P sur RC du gros béton, racine carrée, qui donne 1,35. On peut, bien sûr, pour donner une petite marge de sécurité, considérer B égale 1,4. Et voilà, déjà, vous connaissez la valeur de la largeur de la semelle carrée. Alors maintenant, on vient à la deuxième étape qui, au fait, explique la démarche des semelles fictives. Donc, je vais l'expliquer sur le schéma même. Vous allez essayer de me suivre. Donc, sur le schéma, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que la largeur B de la semelle va être construite sur une semelle de largeur B plus 2A. Et juste en donnant une épaisseur 2A. La condition, au fait, qui existe dans le cours, il est transparent, la semelle fictive, au fait, si vous divisez, si vous voyez un peu l'angle entre cette verticale et la droite qui joint ce bord de la semelle supérieure à celui de la semelle inférieure. Vous voyez cette diagonale. La pente de cet angle, sa tangente, est égale justement à A sur 2A, c'est-à-dire 1,5. Alors, ceci exprime quoi? Ceci exprime que cette contrainte supposée uniforme sur la largeur B va se transmettre sur une largeur supérieure, de part et d'autre de la semelle, avec une largeur, on va dire, B1 ou B'. Et par cette loi-là, la valeur de la largeur de la semelle du gros béton sera égale à B plus 2A. D'accord? Vous voyez ici que la largeur de la semelle du gros béton, elle est égale à combien? Elle est égale à B plus 2A. Donc, cette valeur, elle vient de cette hypothèse sur l'amplification de la contrainte qui est exercée à partir de la semelle en béton armé. D'accord? Donc, maintenant, comment nous allons chercher la contrainte transmise sur la couche d'argile de celle qui existe sur la semelle en béton armé? En faisant un peu la loi d'équivalence entre les contraintes. Donc, c'est comme si je vais dire P sur B carré me donne une valeur de la contrainte. Elle va être égale à peu près à la contrainte qui est là, qu'on calcule, multipliée par la surface B plus 2A au carré. Donc, au fait, la notion de semelle fictive, elle va vous permettre de calculer la contrainte à ce niveau-là, comme ça. Mais attention, il faut ajouter le poids du gros béton. Parce que la contrainte qui est appliquée là, c'est juste par la partie supérieure. Et lorsque vous voulez aller là, n'oubliez pas que vous avez la pesanteur due à la couche du gros béton elle-même. Et de ce fait, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire calcul de l'épaisseur du gros béton 2A. La contrainte transmise par le gros béton au sol est égale à la contrainte admissible de la semelle en gros béton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons calculer la contrainte admissible de la semelle en gros béton sur la couche d'argile avec ces données-là. Vous voyez que l'argile a des données similaires à ce qu'on vient de voir pour l'exercice précédent à court terme. Et la CU égale 70, kilopascal et FU égale 0. Donc, nous allons calculer la contrainte admissible de la couche d'argile pour dire nous allons transmettre la valeur la plus grande possible sur la couche d'argile. D'accord? Et donc, ça veut dire que lorsque je calcule la contrainte admissible de la semelle en gros béton sur la couche d'argile, je vais faire un calcul à peu près ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Mais cette contrainte, on va l'égaliser à la contrainte réellement transmise par la semelle sur la couche d'argile. Vous voyez, P divisé par P plus 2A au carré. Ça, c'est quoi? C'est la contrainte réelle transmise par l'appui qui serait sur cette semelle-là. Donc, Q ultime gros béton, c'est-à-dire de la fondation gros béton, va être simple. Pourquoi? Parce que nous avons encore, si phi u égale 0, nous avons NQ égale 1, N gamma égale 0, et NC égale 5,14.
Ah, faites attention, nous avons une semelle carrée. Il faut multiplier par 1,3. OK? Donc, le terme en n gamma, vous ne le voyez pas. Le NQ, il est égal à 1. D'accord? Mais maintenant, faites attention. Le gamma 1D, le terme de profondeur pour lequel NQ égale 1, il est la somme de deux termes. Comme je calcule ici, quelle est la contrainte verticale à ce niveau-là? Hein? À ce niveau-là, on va dire Z égale 1,5 plus 2A. Ben, il va être égal à 1,5 fois 18 plus 23 le poids volumique du gros béton fois 2A. Donc, vous allez avoir une équation en A parce qu'on cherche A finalement. D'accord? Vous voyez ici, gamma 1D plus gamma B 2A plus 1,3 CUNC. Ça, c'est la valeur ultime. Mais nous cherchons la valeur admissible. Quelle est la valeur admissible? Il faut enlever le gamma 1D, c'est-à-dire ces deux termes-là. Je te donne laquelle 1,3 CUNC. Qu'on va diviser par 3 et ajouter encore gamma 1D. Si vous revenez à l'expression de tout à l'heure, pour ne pas la réécrire de nouveau, qu'est-ce qu'on avait écrit? Regardez bien ici. La valeur admissible, c'est CUNC divisé par 3. Nous avons une semelle carrée, on ajoute 1,3, on divise par 3 et on ajoute gamma 1D. Et vous avez la valeur admissible. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va ressortir? Il va ressortir en quelque sorte une équation en A et vous allez écrire, exactement, on va dire, la valeur admissible que j'ai à peu près épelée. C'est quoi la contrainte admissible? C'est 1,3 CUNC, NC 514, CU 70, divisé par 3, plus gamma 1D. Mais le gamma 1D, ça veut dire quoi? C'est le gamma 1D plus gamma B fois tout ça, est égal à la contrainte réellement transmise qui est P divisé par B plus 2A au carré. Donc ça, c'est la contrainte réelle. Comme on a dit dans l'exercice, on veut égaliser la contrainte réelle à la contrainte admissible. Et tout calcul fait, bien sûr, ici, vous allez avoir une équation du deuxième degré en A. D'accord? Qu'on peut résoudre. Et on trouve à peu près égal 0,5 mètres. OK? Donc, maintenant, si on essaie de, on va dire, récapituler jusqu'à ce niveau-là, nous pouvons optimiser ce dimensionnement du gros béton dans ce sens. Dans le sens où, sur le gros béton, j'applique 600 kPa et à une certaine profondeur 2A au moins, j'applique la contrainte admissible de la fondation sur ce sol. Et comme ça, tout est optimisé. D'accord? Parce que là, on applique au maximum la contrainte admissible du gros béton, et là, on applique au maximum la contrainte admissible pour ce sol-là, pour l'argile. Bon, remarquons bien une chose, là, nous n'avons pas de données à long terme pour l'argile. Nous n'avons pas de données à long terme. Mais on ne va rien dire. On va dire que ce sont des données qui sont à court terme. D'accord? Donc, maintenant, lorsqu'on a fait ce travail-là, donc, qu'est-ce qu'il reste à faire, au fait? Ben, on peut calculer la contrainte ici. Okay. Et maintenant, puisque 2A égale 1 mètre, hein? A égale 0,5, ça veut dire ça, c'est 1 mètre. Donc, entre, si vous voulez, l'épaisseur de la couche d'argile 2,5 et 1 mètre, il va rester 1,5 mètre. Mais faites attention, la semelle, sa largeur, maintenant, elle est de combien? Elle est de 1,4 plus 1, ça fait 2,4. Donc, une semelle de 2,4 et au-delà, après de 1,5, et les contraintes sont importantes, transmises par cette contrainte sur la couche de sablage. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? On a calculé l'épaisseur de la couche de gros béton, comme je l'ai indiqué, mais on pose une question. Est-ce que le dimensionnement de la couche de gros béton ainsi fait peut être définitivement retenu? Sinon, que faut-il vérifier en plus? C'est ce que je viens de dire. Il ne peut pas être définitif, ce dimensionnement, pour dire que la semelle en gros béton, elle va avoir une largeur de 2,4 mètres, semelle carrée, comme celle au-dessus, et puis c'est tout, parce que la contrainte est vérifiée,
on va dire on a terminé le travail. Non, on n'a pas terminé le travail. Il faut calculer la contrainte transmise sur la couche de sable. Et cette couche de sable va être le siège d'une contrainte, d'une semelle qu'on ne voit pas, mais qui existe en termes de la contrainte transmise. Donc, il va falloir calculer une deuxième semelle fictive à ce niveau-là, en disant à peu près la même chose, en disant que maintenant, on part de la couche d'argile. La contrainte appliquée par la couche d'argile, c'est la contrainte admissible elle-même de la couche d'argile avec la semelle de gros béton. Hein? Multiplié par, je peux dire comme ça, la surface elle-même, divisé par la surface de la largeur, la nouvelle largeur de la semelle fictive. Comment on va calculer la largeur de la semelle fictive sur la couche de sable? On va faire comme ici. Qu'est-ce qu'on a ajouté tout à l'heure pour trouver la largeur de la couche de gros béton? On a ajouté juste cette épaisseur. Nous venons de dire que cette épaisseur, elle est égale à combien? C'est 1,5 mètre. 2,5 moins 1, ça fait 1,5. Donc, maintenant, nous allons, comme si, avoir une semelle de largeur, donc 2,4 pour le gros béton. Et on ajoute 1,5, ça fait combien? Ça fait 3,9. 3,9. C'est comme si je vais avoir une semelle fictive de largeur 3,9 sur la couche de sable, pour laquelle je vais calculer la contrainte et par la suite vérifier qu'elle ne dépasse pas la contrainte admissible pour cette semelle sur le sable lâche. Donc, voilà ici. Donc, vérification de semelle fictive sur la couche du sable lâche. Pour le sable lâche, C égale 0, phi égale 25. D'accord? Et on précise ici, contrairement aux argiles, que pour un sable, le calcul se fait toujours à long terme. Il se fait en tenant compte du niveau de la nappe et à long terme. Pourquoi? Parce que le comportement à court terme d'un sable, on va dire pratiquement, il n'existe pas. Il s'identifie à celui à long terme. Donc, pour essayer d'expliquer un peu, je vais dire, si je comprends que la contrainte transmise à court terme sur l'argile, elle va être différente de celle à long terme, alors tout simplement, la contrainte qui se transmet ici sur la couche de sable, elle ne change pas. Elle est égale à celle que vous appliquez à court terme et à long terme. D'accord? Donc, à ce moment-là, nous allons faire le calcul d'une semelle fictive sur la couche de sable, avec ces paramètres-là pour la couche de sable, et on va faire un calcul à long terme en tenant compte du niveau de la nappe qui est situé à un niveau intermédiaire aussi. Donc, je reviens ici, le niveau de la nappe, il est là. Mais le D pour la semelle de la couche de sable, il est tout ça. Lorsque vous calculez ce que j'appelle le gamma 1D, il va être égal à 18 fois 1,5 plus combien? Plus cette valeur-ci, c'est-à-dire le gamma de l'argile, ça va être 10, moins 10, ça fait 10, d'accord? Fois 2,5, d'accord? Donc, et là, on va développer les calculs. Donc, ici, lorsque C égale 0, lorsque C égale 0, le terme de cohésion, il va disparaître. D'accord, puisque C égale 0, le troisième terme n'existe pas. Si phi prime égale 25, voilà les valeurs de NQ et N gamma. Comme la nappe, elle est déjà au-dessus du niveau d'assise de la semelle, ceci va être en gamma prime. Et le gamma prime 1D, il va être au fait la somme que j'ai déjà décrite. Il faut calculer en total s'il n'y a pas de nappe et en effectif pour volumique si le sol est saturé. Le plus important, c'est lorsque vous calculez cette valeur P ultime, vous allez déterminer la valeur admissible, qui est toujours la valeur ultime moins gamma 1D, d'accord, divisé par 3, c'est ce qu'on appelle Q net, plus le gamma 1D de nouveau. Donc, la formule ne change pas. Il y a juste des expressions en fonction des paramètres vont être différents selon le cas. Mais le plus important, lorsque vous calculez cette valeur admissible, c'est comme si vous aviez une semelle sur le sable H, il faut comparer cette valeur à la valeur réelle transmise sur la couche de sable. Et cette valeur réelle, elle vient d'où? Elle vient de la semelle en béton armé, on va dire de la semelle en gros béton qui transmet la charge P, plus le poids, la contrainte due au poids volumique
de la couche de gros béton. D'accord? Ça, c'est la contrainte réelle transmise sur la couche d'argile. Sur la couche d'argile partie par le semelle en gros béton. C'est bien P divisé par B plus 2A au carré plus cette valeur. Ça, c'est la contrainte réelle. À partir de cette contrainte réelle, on va calculer P' réel qui s'exerce ici avec la notion de semelle fictive. D'accord? Donc, voilà la charge réelle. Elle est combien? Et vous voyez qu'à peu près, nous avons 200 kPa. OK? Donc, maintenant, la règle de semelle fictive, donc, je l'exprime. La contrainte qui serait appliquée sur la couche de sable par cette contrainte réelle sur la couche d'argile est égale à cette valeur réelle sur la couche d'argile fois le rapport des deux sections, bien sûr, la plus petite sur la plus grande, parce que la contrainte qui est vers le bas, elle va diminuer. Comme la largeur est 2,4 pour la couche de gros béton, elle est de 3,9 au niveau de la couche de sable. Et il faut ajouter 20 fois 1,5. 20 fois 1,5, c'est quoi? C'est le poids volumique de la couche d'argile fois l'épaisseur 1,5 qui est sous la semelle. Et vous voyez que cette valeur est égale à 104 kPa. D'accord? Alors, ceci va déjà vous expliquer quelque chose d'intéressant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la contrainte réelle sur la couche d'argile avec ce dimensionnement est à peu près 200 kPa. Et la contrainte sur la couche de gros béton au-dessus de la semelle en gros béton, elle est à près de 550. Donc, vous voyez l'ordre. On peut appliquer 550 à D égale 1,5 m. Là, je peux appliquer 550. Juste à 1 mètre, je peux appliquer 200. C'est à peu près le tiers. Et juste à 1,5 m, je vais trouver une valeur qui est pratiquement la moitié de celle qui est au niveau de la couche d'argile. Parce qu'au fait, on a trouvé combien? La contrainte transmise sur la couche de sable, sur le toit de la couche de sable, c'est 100. Alors, bien sûr, ceci, avec cette vérification de la semelle fictive, voilà la valeur transmise réellement sur la couche de sable lâche, et voilà la valeur admissible. La valeur admissible, elle vient d'où? Elle vient de ce que je viens donc de dire, P ultime moins gamma 1D divisé par 3 plus gamma 1D. Est-ce que vous calculez cette valeur, vous trouvez une valeur largement suffisante, 256 kPa. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que le dimensionnement de cette semelle sur du gros béton, c'est un dimensionnement, de point de vue capacité portante, il est, on va dire, optimisé et il tient la route. Pourquoi? Parce que là, j'ai la valeur admissible du gros béton. Là, j'ai la valeur admissible au niveau de la couche d'argile. Et là, j'ai une valeur largement inférieure à la contrainte admissible du sable lâche. Donc, ceci veut dire que maintenant, le dimensionnement, il est définitivement retenu. Je rappelle encore en termes de capacité portante. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. La dernière fois, nous avons dit que le dimensionnement des semelles, il faut le faire, pour la capacité portante. D'accord? Et par la suite, lorsque vous avez vérifié la capacité portante, vous avez un autre calcul, ce qu'on appelle le calcul des tassements. D'accord? Bon, je vous laisse la possibilité de poser des questions. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Tout est clair? D'après vous, c'est bon, Manaka? C'est bon, non? J'aime bien avoir une question, allez-y. Donc, je peux passer. Vous n'avez pas donc de questions ou de remarques à faire? OK. Bon.
Donc, je vais maintenant revenir. Donc, ça, c'est le dernier transparent pour l'exercice numéro 2. Ensuite, nous allons passer au troisième exercice, bien sûr, dans la vocation et, on va dire, complémentaire par rapport à ce qu'on fait pour les deux premiers exercices. OK? Donc là, nous avons le schéma de la figure qui représente une fondation, on va dire, classique, courante. C'est un mur de soutènement en béton armé. Ce mur de soutènement en béton armé, il repose sur une semelle filante de largeur de mètre. Cette force P désigne, on va dire, la résultante des forces verticales qui est supposée transmise dans l'axe géométrique de la semelle de largeur de 2 mètres. OK. Le sol d'assise, voilà un autre cas. Le sol d'assise, c'est une argile sableuse. Donc, c'est un sol intermédiaire. Vous comprenez pourquoi je peux avoir parfois un phi U différent de 0. Phi U égale 0, ce n'est pas systématique pour tous les sols. C'est les sols fins à 100% saturés. Mais s'il est intermédiaire, le phi U peut être différent de 0. Et c'est U 30 kPa. Donc, ces valeurs sont les valeurs à court terme. Alors, au fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un remblai, bien sûr, du côté, enfin, de ce côté gauche, donc par rapport au mur. Et s'il y a un sol, il va y avoir l'action du sol à prendre en compte, d'accord, sur la semelle. C'est ça, donc, l'objectif de l'exercice. Mais faites attention ici. Il faut bien lire le schéma. Je n'ai pas à droite de la figure, on va dire, comment dire, libre, il n'y a rien. Donc, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi ici? On peut dire que nous sommes ici dans le sous-sol, et là, c'est la dalle du sous-sol qui est déjà existante pour tout le bâtiment. Donc, ceci veut dire que la condition de déplacement pour ce mur de soutènement ne va pas être ce que vous avez vu, par exemple, le cas de la poussée. Si elle n'existait pas et s'il n'y a rien, on comprend que sous l'action de ce remblai, le mur peut se déplacer vers la droite et le sol va être ce qu'on appelle dans l'équilibre de poussée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit pour cet exercice? La fondation d'une construction en béton de 2 mètres et la charge transmise au droit du poteau le plus chargé, y compris tout, elle est supposée verticale et centrée, 300 kN par mètre linéaire. Alors, on se propose de vérifier la stabilité de cette fondation vis-à-vis du poinçonnement avec les données indiquées sur la figure 6.7, ou 7.6 plutôt. Donc, les données, on les a. Mais dans la première question, qu'est-ce qu'on demande? Calculer à l'état des terres au repos la force horizontale exercée par le sol sur le mur fictif. On prendra K0, 0,5 et on précisera le point d'application. Qu'est-ce que cela veut dire? K0, dans le chapitre ouvrage de soutènement, ceci, c'est ce qu'on appelle le coefficient des terres au repos. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le coefficient avec lequel vous calculez la contrainte horizontale sur une paroi verticale en ayant l'hypothèse que le sol ne se déplace pas. Et ceci, au fait, pour expliquer d'une certaine manière ce schéma-là. Donc, si j'ai quelque chose de rigide qui laisse le mur voile de cette fondation ne pas se déplacer, donc le sol qui est derrière n'atteint pas, on n'est pas en phase de rupture. Donc, ça veut dire que, comme on l'a expliqué dans l'un des exercices, bien que le mur il a cette forme-ci, mur voile, le sol dans cette, on va dire,
espace-là, il fait partie du mur, et vous devez calculer les contraintes horizontales sur ce parement fictif, c'est-à-dire à ce niveau-là. D'accord? Mais la contrainte horizontale qui est là, la contrainte horizontale appliquée par le sol au niveau de cette verticale, de ce parement, c'est une contrainte qui est égale à combien? Elle est égale à K0 fois la contrainte verticale. Donc voilà un peu ce que je viens de dire en termes d'équation stabilité au poinçonnement. Elle va être vérifiée en présence de l'action horizontale des terres. Terre au repos, ça veut dire déplacement horizontal nul. Et ça veut dire qu'en réalité, la contrainte horizontale effective est égale à K0 fois celle verticale. Mais sachant que U égale 0, il n'y a pas de problème. On vérifie que dans le cas de figure, là, il n'y a pas de nappe. Donc, la contrainte verticale effective, c'est la contrainte verticale totale. Et on vous a donné la valeur de K0. K0, il a dit 0,5. D'accord? Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir à peu près, on va avoir un diagramme triangulaire qui part de 0 au point M, parce que je suis en Z égale 0, sigma V égale 0. Et comme je suis à 4 mètres de profondeur, sigma V à ce niveau-là va être combien? Il va être 18 fois 4. Donc, à ce niveau-là, si la contrainte est 18 fois 4, la contrainte horizontale, c'est la moitié. Multiplié. Donc, 0,5 fois 4 fois 18, c'est la contrainte à ce niveau-là. C'est la base du triangle et de toute la répartition triangulaire. Ben, un demi-fleur multiplié par 4 mètres va vous donner la valeur pH que vous cherchez. Hein, donc, la valeur de pH, c'est-à-dire la force horizontale due à la, je ne vais pas dire la poussée. Là, ici, vous dites la poussée, c'est un terme faux, parce que la poussée, c'est un état à la rupture. Vous dites l'action du sol sur le mur. Oui, c'est tout. L'action du sol, phase, terre au repos. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir pH, comme je viens de le dire, 1,5 de sigma h, qui est gamma fois h fois K0, fois h, K0, 0,5. Ceci vous donne une force de 72 kN par mètre linéaire. Bien sûr, on connaît très bien que la résultante des forces qui correspond à une répartition de contraintes dans un triangle, elle est toujours à 1/3 de la base de ce triangle. Okay. C'est-à-dire, lorsque je reviens au schéma, le triangle que je considère, c'est celui-là, et la résultante est au tiers de quoi? De sa hauteur. Si la hauteur est 4, 4 tiers, c'est 1,33, un peu plus grand que 1,2. Peut-être elle serait là. Donc, au fait, on reste ici. Puisque maintenant, la semelle adimensionnée, elle est soumise à cette force P. Et il y a une autre force horizontale qui est en module à peu près le 1/4. Il est des 300. On a 72, 75, c'est exactement le 1/4. Donc, vous voyez qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez une force verticale. Lorsque vous avez une force verticale, une force horizontale, la résultante ne va plus être à la fois centrée, il ne va plus être verticale, elle va être inclinée. Et c'est ça l'objectif, bien sûr, du calcul pour, on va dire, cet exercice-là. C'est-à-dire, nous comprenons maintenant que lorsque vous dimensionnez un mur de soutènement, comme on l'a dit, il faut faire les calculs comme étant un mur de soutènement vis-à-vis de glissement, du renversement, et par la suite, il faut considérer la semelle du mur comme une semelle superficielle. Donc, on dit ici, compte tenu des forces P et pH et sans tenir compte du poids propre, du poids du sol situé dans le volume, le petit volume derrière le mur, déterminer la contrainte admissible et est-ce que la semelle est stable vis-à-vis du poinçonnement. D'accord? Donc, nous allons calculer, en quelque sorte, l'expression de la capacité portante avec l'excentrement et l'inclinaison de la force. D'accord? Et là, vous voyez le petit schéma explicatif
pour lequel je vous demande d'être attentif. Voilà la force P. Pardon. Voilà la force P, 300 kN par mètre linéaire. Voilà pH. La force qu'on vient de calculer, 72. Qu'est-ce que j'ai fait au fait? Faites attention. J'ai tracé, soi-disant, une horizontale qui marque la base de la semelle. Et on a dit qu'au-dessus de la base de la semelle, 4 tiers, 1,33, vous avez pH. Donc, la construction se fait comme si matérialiser l'assise de la semelle. Si vous voulez tracer la force P, on peut dire à l'échelle, quelque part, et du point, on va dire, du point origine de P, vous allez tracer pH proportionnellement. Et la résultante des deux forces va être, bien sûr, R. Voilà R, qui est égal à cette expression que vous connaissez bien. Le module de cette force R est égal à 100. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a? En même temps, on voit que le point d'application de R, il n'est plus dans l'axe, bien sûr, parce que c'est cette force P qui est dans l'axe géométrique de la semelle. Voilà l'excentrement XE. Et l'excentrement XE. C'est bien la distance entre le point d'application de R et de P au niveau de la base de la semelle. Et à ce moment-là, vous avez une équation simple à écrire. XE, la valeur XE, on trouve le curseur XE, sur cette distance est égal à tangente alpha. Et alpha, c'est quoi? C'est l'angle d'inclinaison entre R et P. D'accord? Voilà alpha. Donc, ça veut dire que tangente alpha égale pH sur P. En fait, oui, parce que vous voyez que pH est là, et P est ici, vous avez la valeur de tangente alpha. Ça, c'est d'une part. Il vous permet même de calculer l'angle d'inclinaison, on en a besoin. pH sur P à peu près 0,24, qui donne 13,5 degrés. Mais en même temps, vous écrivez que XE divisé par 1,33 égale tangente alpha que vous venez de calculer. Et ceci vous donne l'excentrement. D'accord? Donc, c'est comme si on peut dire de cette manière, on a calculé deux paramètres à la fois qui vont être influents sur le calcul. C'est quels paramètres? L'excentrement et l'inclinaison de la force par rapport à la verticale. OK? Donc, maintenant, nous avons, on va dire, deux effets superposés. L'excentrement et l'inclinaison. Et dans ce contexte, comment on va calculer, bien sûr, la contrainte ultime ou admissible de la semelle filante? Il faut tenir compte des deux paramètres. Déjà, dans l'exercice numéro 1, nous avons déjà vu comment on fait pour l'excentrement. Qu'est-ce qu'on fait pour l'excentrement? Nous avons dit, au lieu de considérer une largeur B, on va considérer une largeur B moins 2XE. Or, compte tenu de la valeur de l'excentrement calculé, sachant que B égale 2 mètres, on trouve que B' est 1,36. D'accord? Donc déjà, vous avez B'. Dans l'expression, il faut mettre B'. Mais le plus important, c'est que, comme on l'a dit, nous avons des valeurs à court terme pour le sol d'assise, pour cette argile sableuse, avec CU égale 30 kPa et FU égale 15 degrés ici. Donc, c'est un calcul à court terme. Je m'arrête à court terme, c'est-à-dire il n'y a pas question de voir le niveau de la nappe. Donc, ça veut dire que je vais au tableau, on va dire, qui permet de déterminer les facteurs de portance à partir de phi égale à 15. Je trouve ces valeurs, NQ, N gamma et NC. Et maintenant, j'écris l'expression de Q ou P ultime qui tient à la fois compte de l'excentrement, j'ai mis ici B' au lieu de B, et de l'inclinaison. Alors, dans le cours, qu'est-ce qu'on avait dit pour l'inclinaison? On avait dit que chacun de ces termes, profondeur,
cohésion et surface. Il va y avoir un coefficient de minoration, ou un coefficient réducteur, qui ne dépend que de alpha. Alpha, c'est l'angle d'inclinaison qu'on a calculé, qui est égal à 13,5. Et que ce terme, bien sûr, ce coefficient va réduire la capacité portante. Il va la diminuer parce que ce terme est toujours inférieur à 1. OK? Et là, j'ai juste rappelé les valeurs que vous pouvez trouver dans le cours. Pour le terme de surface, ce coefficient qu'on peut appeler K alpha G, par exemple, égale 1 moins alpha sur phi au carré. Alors, vous voyez que phi U, comme j'ai dit, 15 degrés, manque de degrés. Ce phi U de 15 degrés, en présence d'une inclinaison, l'angle alpha égale 13,5 degrés. Donc, vous voyez que 13,5 est très proche de 1. Si vous faites 1 moins le rapport au carré, vous pouvez dire que ce terme s'annule. Il est pratiquement 0,01. Donc, à peu près, pour le calcul de la capacité portante ultime, ce terme va disparaître, sachant que le terme N gamma lui-même est petit. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester, pour les deux autres termes, le facteur pour Q et pour C, il est le même. C'est pour cela que j'ai mis Q, on va dire KQC, c'est-à-dire K, coefficient, Q, la charge verticale, et C, la cohésion. Il est égal à 1 moins 2 alpha sur pi de tout au carré. Donc, lorsque vous remplacez alpha 13,5 degrés, pi 180 degrés, au carré, vous allez avoir cette valeur. Donc, la somme du premier et troisième terme, elle est matérialisée ici. Ça, c'est le coefficient. 18 fois 1,2. Ah, revenons à cette remarque-là, très intéressante. Quelle est la profondeur d'encastrement pour cette semelle? Qu'est-ce qu'il faut prendre? On va prendre 4 ou bien 1,2? Vous ne vous souvenez pas de ça? Bon, au fait, D, qu'est-ce qu'elle représente? On a l'expression de la capacité portante. Elle représente une charge verticale qui augmente la capacité portante. Comme on raisonne du côté de la sécurité, je ne peux pas considérer la valeur la plus grande. Il faut toujours se mettre du côté de la sécurité, considérer la valeur la plus petite. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Donc, si vous aurez un cas comme ça, avec deux, on va dire, épaisseurs de sol différentes sur le niveau d'assise de la semelle, il faut toujours prendre la plus petite profondeur. C'est pour cela que nous avons écrit 18 fois 1,2. 18 fois 1,2, c'est gamma 1D. NQ, le voilà, 3,94, plus 30, c'est la cohésion, fois 11, NC, fois ce terme-là, et vous avez à peu près 300 kPa. D'accord, 300 kPa. C'est-à-dire que la contrainte qui provoque la rupture sur cette semelle soumise à une charge excentrée, la largeur serait de 1,36, la largeur est 8, et inclinée d'un angle de 13,5 degrés, vous pouvez appliquer à peu près 300 kPa. Ce qui vous donne la valeur admissible, pas difficile à calculer, 114,37. Quelle est égale à quoi cette valeur? Est égale à cette valeur-ci, moins gamma 1D, moins 18 fois 1,2, divisé par 3. Donc, si vous, enfin, divisé par 3 cette valeur et vous ajoutez cette valeur, c'est comme si vous mettez cette valeur à laquelle il faut ajouter 2 tiers de cette valeur et diviser par 3. Vous voyez que vous avez à peu près 303 sur 3, ça vous donne à peu près 101 de plus. D'accord? Donc, vous avez à peu près 100,14 kPa. C'est-à-dire, toujours on interprète la chose comme suit, on va dire, pour cette semelle, dans ces conditions-là, toutes les conditions géotechniques et de la structure,
il ne faut pas dépasser une contrainte à peu près de 1 bar pour que je n'ai pas de problème de capacité portante pour l'argile sableuse. Et c'est ce qu'il faut dire. D'accord? Alors maintenant, faites très attention. Ça, c'est la valeur admissible. Mais nous avons un chargement réel qui est donné. Lorsque vous revenez à l'exercice, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que le mur, il est dimensionné pour transmettre à peu près 300 kN par mètre linéaire, force verticale, et la force horizontale qu'on a calculée. Donc là, il y a une valeur réelle. Et la valeur réelle, c'est quoi? C'est la résultante R qu'on a calculée. Ah, et la valeur réelle. Cette valeur R, c'est quoi? C'est la résultante des forces P et PH qui me montrent qu'elle est inclinée et excentrée. Donc, au fait, la contrainte réelle sur la semelle, c'est quoi? C'est la valeur réelle R divisée par la surface. Mais quelle surface nous allons considérer? Faites très attention, nous avons dit que nous avons une semelle fictive. Ça va être non pas R sur B, mais R sur B'. Parce que la réalité, c'est que la semelle a une largeur réduite B' et de longueur très grande. Donc la valeur R que vous avez trouvée, à peu près 300, alors à Dèche, on a trouvé, la voilà, 308, divisé par B', 1,36 fois 1, va vous donner la contrainte réelle, appliquée, mouche pas appliquée, appliquée. Là, on doit rectifier un peu. La contrainte réelle, on peut dire à appliquer parce que c'est un projet. On va voir le résultat. Donc la contrainte réelle à appliquer, elle est de combien? Elle est de 226,8 kPa. Ah, ça c'est la contrainte réelle qui serait appliquée dans ces conditions. Et on voit très bien que cette valeur dépasse très, très largement, elle est pratiquement le double de la valeur de la contrainte admissible dans la même condition. Donc, la conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la semelle n'est pas stable vis-à-vis du poinçonnement. Pourquoi? Parce que cette fameuse condition qui dit que la contrainte réelle est inférieure ou égale à la valeur admissible, au fait, n'est pas vérifiée du tout. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dimensionner un mur de soutènement dans ces conditions-là, avec toutes les données qu'on a, le mur, même s'il est stable vis-à-vis du glissement ou du renversement, il n'est pas stable pour la capacité portante de l'argile sableuse. Donc, bon, ça, c'est le résultat. Mais on va dire, d'une autre manière, sur le plan pratique, est-ce qu'il peut être adopté pour l'exécution? Vous allez dire non, parce qu'on ne vérifie pas la condition sur la contrainte admissible de la semelle du mur. Mais on peut vous ajouter une autre question. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre le problème? C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que vous pouvez vous-même dire? Comment on peut rendre cette solution faisable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Comment nous pouvons, donc, cette condition, comment peut-on la changer? Bon, moi j'ai mis ici revenir sur le dimensionnement. Qu'est-ce que ça veut dire revenir sur le dimensionnement? Ça ne veut pas dire vérifier si j'ai fait une faute de calcul. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire pour le projet, il va falloir modifier vos données, modifier votre projet. Par exemple, dans le calcul qu'on a fait, qu'est-ce qui a réduit la valeur admissible, par exemple? Ce qui a réduit la valeur admissible, c'est ce terme de surface. Ça veut dire que nous avons un B' peut-être qui est, on va dire, petit. Ou on va dire que ce terme est égal à 0. Il est pratiquement nul avec les données. Donc, qu'est-ce qu'il y a en fait à faire?
il faut diminuer les paramètres qui vont dans le sens de la diminution de P admissible, c'est-à-dire, si ma force est excentrée, je peux réduire l'excentrement. Si ma force est inclinée, je peux réduire l'inclinaison. Lorsque je réduis l'inclinaison, par exemple, je ne sais pas, à 9 degrés, 9 sur 15 va être beaucoup plus petit que 13,5 sur 15. Et à ce moment-là, vous allez avoir un facteur de l'inclinaison pour le terme de surface qui est plus petit. Et là, cette valeur de la capacité portante va être grande. De la même manière, si je diminue l'excentrement, le B' va augmenter. Donc, j'augmente B' ou je réduis ce coefficient d'une manière ou d'une autre, va me permettre de faire quoi? D'augmenter la capacité portante admissible, parce que pour nous, la valeur de R sur B, hein, vous pouvez même diminuer la valeur, parce que si B' augmente, la contrainte réelle va diminuer. Donc, vous voyez, si vous réduisez B' d'une certaine manière, vous augmentez, si vous augmentez B', vous diminuez la contrainte réelle. Mais si vous augmentez B', vous augmentez la contrainte admissible. C'est comme si vous allez vous approcher de part et d'autre. Hein. Augmenter le terme d'une part, diminuer l'autre terme de l'autre part pour revenir. Donc, voilà un peu comment il faut réfléchir. D'accord? On pourra dire, par exemple, que pour le projet, nous n'avons pas peut-être intérêt à aller jusqu'à 4 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les 4 mètres vont vous donner une force horizontale relativement importante. Et c'est toujours dans le même contexte. Il faut diminuer les forces qui vont être favorables pour la non-vérification et plutôt augmenter celles qui vont être favorables. OK? Donc voilà pour cet exercice, comment on doit résoudre, on va dire, le problème en tenant compte à la fois de l'excentrement et de l'inclinaison. Et comment il faut vérifier? Il faut faire attention à la vérification des contraintes réelles et contraintes admissibles. D'accord? Bon, alors, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous n'avez pas de questions du tout? Je vous laisse poser quelques questions. Ou bien, tout est clair pour vous? Oui, c'est clair, monsieur. Monsieur, Bon, j'ai écoutez. en présentiel ou en ligne. Ah, d'accord. Bon, on peut discuter de cela. Moi, je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire, lorsqu'on a proposé cette formule de 2 semaines à distance, il n'y a pas le message de dire qu'après les 2 semaines, on va revenir au présentiel ou non. Donc, ceci nécessite d'attendre la fin de cette semaine. Je pense. Peut-être on revient au présentiel. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, bon, nous avons, disons, dans 2 séances de 3 heures en présentiel, nous avons fait l'essentiel pour à distance en l'espace de, on va dire, 4 heures, même pas. Donc, en fait, moi, je trouve que la séance était plus facile avec votre classe par rapport à celle d'hier avec deuxième année GC2. Donc, j'espère que ceci est tout à fait clair pour vous. Bon, ce que je dois dire, c'est que, écoutez, le document que je viens d'envoyer juste avant de commencer cette séance, il y a beaucoup d'exercices sur les fondations superficielles. Et au fait, vous avez vu à peu près toutes les composantes qu'il faut considérer. Et certains exercices sont corrigés d'une certaine manière. D'accord? C'est-à-dire, ils sont corrigés, pas tous,
avec des indications. Bon, pardon. Donc, avec, bien sûr, la vidéo de cette séance-là, avec le document que vous avez, je vais vous envoyer le chapitre du cours Fondation superficielle sur un document nouveau dans le sens où l'ancien que je circulais depuis une certaine durée contient des petites fautes de frappe, etc., qu'il faut corriger. Donc, vous juste pour vous envoyer cela, d'accord? Mais l'essentiel pour moi, c'est que vous avez vu l'essentiel des fondations superficielles et j'espère que vous avez compris l'essentiel. Moi, je suis sûr que le plus important que ce que vous devez comprendre, vous l'avez appris. Bien sûr, avec une méthode bien connue, mais il y a, comme j'ai dit dans le cours, d'autres méthodes, des méthodes à partir des essais in situ, etc. Mais c'est le même esprit, c'est le même raisonnement, mais juste comment on met en œuvre ces choses-là. D'accord? Donc, c'est un peu le message à faire passer. D'accord? Donc, Inch'Allah, si la semaine prochaine, on va revenir au présentiel, moi, je serai beaucoup plus content parce qu'on pourra faire des choses, on va dire, de manière peut-être beaucoup plus bénéfique pour vous. D'accord?